Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le Togo renforce son arsenal contre la piraterie et autres trafics dans son espace maritime. Le gouvernement annonce la création d'une unité de garde-côte. Un système de santé toujours à mi-régime au Cameroun. Résultat des inégalités dans l'accès aux soins. Face à cette situation, le gouvernement dit s'atteler à mettre en place la couverture santé universelle. Le Cap-Vert, sans paludisme, l'Organisation mondiale de la santé l'a certifié ce vendredi 12 janvier. L'archipel d'Afrique de l'Ouest est désormais exempt de cette maladie qui continue de faire des ravages sur le reste du continent. Les Comoriens se rendent aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République. 6 candidats sont en lice. Parmi eux, il y a le chef de l'État, Azali Assoumani, qui brigue un 4e mandat. Il est accusé par l'opposition et par une partie de la société civile d'avoir la main mise sur les institutions. Ses opposants dénoncent un scrutin joué d'avance. Une partie de l'opposition a appelé au boycott du scrutin de ce dimanche. Sur place, l'ouverture de certains bureaux de vote a été retardée, notamment dans le fief d'opposants. Plusieurs bureaux n'ont pas ouvert à 7 heures du matin comme prévu. Dans d'autres bureaux, c'est l'affichage des listes qui a pris du retard. Il est également rapporté le manque d'isoloirs dans un climat politique tendu et devant l'appel au boycott lancé par l'opposition. Le principal enjeu de cette élection présidentielle sera le taux de participation. Le gouvernement togolais a adopté ce vendredi un décret portant création d'une unité de garde-côte. Objectif, renforcer la surveillance des eaux nationales qui font partie d'une zone, le golfe de Guinée, devenue pour l'industrie maritime la zone la plus dangereuse au monde. Les attaques de navires pour enlever leurs équipages et les échanger contre des rançons y sont très fréquentes ces dernières années à Ménédji. Face aux enjeux sécuritaires de l'espace maritime, le gouvernement du Togo a examiné et adopté en Conseil des ministres le vendredi 12 janvier 2024 le décret portant création de l'unité togolaise de garde-côte. L'objectif est de pallier la pollution en mer, les trafics hors des zones de surveillance, la piraterie et autres incidents dans le secteur maritime. La stratégie de contrôle des côtes maritimes au niveau continental et au niveau national devrait être en réalité une priorité pour les pays africains, notamment les pays qui ont accès à la mer. Et donc, protéger les côtes, ça rassure les transactions maritimes. Et donc, le Togo, depuis un certain nombre d'années déjà, a mis en place une stratégie qui concerne à doter le pays d'un préfet maritime et ensuite a créé un ministère qui est en charge des questions d'économie maritime. Et donc, aujourd'hui, ce décret-là que le gouvernement togolais vient de prendre va permettre au Togo de renforcer son mécanisme de protection des côtes et renforcer également le rôle que joue cet accès en mer-là pour l'ensemble de l'économie togolaise. Selon le Centre de coopération et de sensibilisation en matière d'information maritime, en 2022, seulement 300 actes de piraterie ont été dénombrés en Afrique, le chiffre le plus bas enregistré depuis 2008. Même si le fléau semble diminuer dans certaines zones, depuis 2021, les actes de piraterie, notamment dans le golfe de Guinée, ont connu une recrudescence. Et il va falloir se doter d'équipements qu'il faut, il va falloir former les ressources humaines comme cela se doit pour pouvoir arriver à réaliser avec beaucoup d'efficacité cette vision-là qui est celle de faire de l'économie maritime un levier de l'économie togolaise. Par ailleurs, cette stratégie devrait avoir un aspect qui est en collaboration avec les autres pays. Et en ça, la mer, je veux parler du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, un peu sur toute la côte du golfe de Guinée. Il doit y avoir une coopération qui va permettre à ce que ces pays-là luttent efficacement contre la piraterie, qui est un frein à l'éclosion de l'économie maritime. Cette unité spéciale de garde-côte au Togo répond au besoin de mettre en place une structure de surveillance permanente de l'espace maritime national. La finalité est de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer, tout en améliorant ses performances en matière de coordination, interadministration et de coopération.
Près d'un mois après leur tenue, la Commission électorale nationale de la République démocratique du Congo a publié ce samedi les résultats des élections législatives nationales. Il s'agit de résultats provisoires qui annoncent une majorité parlementaire pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Les partis et regroupements politiques de la mouvance présidentielle figurent parmi les principales formations. Côté opposition, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi est bien représentée comme principale force de l'opposition. En revanche, l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation du docteur Denis Mukwege n'a pas atteint le seuil légal de représentativité à l'Assemblée nationale. L'opposition réagit à l'annonce de ces tendances. Moïse Katumbi est arrivé deuxième lors à l'élection présidentielle du 20 décembre, appelle à la réorganisation de nouvelles élections. On en vient à présent à la problématique de l'accès aux soins au Cameroun. Leur prise en charge est supportée par les ménages eux-mêmes à hauteur de 75% en raison de l'absence d'une couverture de santé universelle. Une couverture de santé que le gouvernement affirme vouloir mettre en place. Les précisions dans ce reportage. Parmi les priorités sanitaires du gouvernement, la couverture sanitaire universelle CSU occupe une place de choix. Visant à garantir l'accès aux soins de santé de qualité à tous sans être exposés au manque d'argent, cette stratégie repose sur la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière en la matière. Le projet dans la phase 1 a été amorcé le 12 avril 2023 à Bertoua, dans l'est du pays, prévoit que chaque citoyen camerounais devra posséder une carte de couverture en santé comportant un numéro d'identifiant unique lui permettant de recevoir des soins et des services sur toute l'étendue du territoire. Les bénéficiaires prioritaires étant la femme enceinte, le nouveau-né et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Nous allons renforcer ce panier de soins, notamment en ce qui concerne le chèque santé qui concerne les femmes enceintes et les enfants de 0 à 42 jours. Nous sommes sur 5 régions aujourd'hui. Nous allons rentrer sur 2 autres régions, nord-ouest, sud-ouest, qui va faire cette région. Et je rappelle ici que le chèque santé, c'est un ticket d'entrée de 6 000. Et d'autres soins, que ce soit promotionnels, que ce soit préventifs, sur la vaccination et tout le reste, c'est sur l'ensemble des 10 régions. Selon des données officielles, en 2021, seulement 6,46% de la population camerounaise est couverte par un mécanisme de protection sociale en santé, avec un taux de mutualisation très faible estimé à 2%. Sur la même période, le taux de couverture des services de santé est de 40% pour le paquet minimum, alors que le taux attendu selon l'indice OMS est de plus de 50%. Monsieur le Président de la République a insisté sur le fait que nous devons nous assurer que le financement de la couverture santé universelle soit un financement pérenne pour pouvoir faire en sorte que nous ne nous arrêtions pas en cours de route ou que nous soyons découragés par l'absence de remboursement des soins. Donc, pour 2024, nous mettrons encore un accent là-dessus et nous allons continuer jusqu'à ce que globalement nous rentrons dans la couverture santé universelle. D'ici à 2050, la Banque africaine de développement estime que la population africaine atteindra les 2,5 milliards d'habitants, faisant du continent le plus riche en termes de capital humain. Le gouvernement met tout en œuvre pour satisfaire à l'échéance les besoins de la population en matière d'offres de soins de qualité. Le paludisme, la maladie a causé rien qu'en 2022 le décès de 600 000 personnes à travers le monde. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Mais depuis 20 ans, l'incidence du paludisme est en baisse constante selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est notamment le cas au Cap-Vert. L'OMS a d'ailleurs annoncé cette semaine que cet archipel d'Afrique de l'Ouest avait officiellement éradiqué la maladie de son territoire. C'est le 3e pays africain à être reconnu comme un État exempt de paludisme. Nathalie Moore. Le Cap-Vert a réussi à éradiquer le paludisme, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le 12 janvier 2024. L'État insulaire est le premier pays certifié exempt de paludisme dans la région africaine de l'OMS depuis 50 ans. Le Cap-Vert n'a enregistré aucun cas domestique de paludisme causé par les piqûres de moustiques depuis 3 ans. Cette étape, qualifiée comme majeure, représente la 3e victoire du pays sur le paludisme après l'éradication de la pathologie en 1967 et en 1983. Depuis de nombreuses années, le Cap-Vert s'efforce de mettre en place les systèmes et les capacités nécessaires pour montrer qu'il y a plus de paludisme dans le pays et pour garantir qu'il ne revienne jamais.
L'élimination du paludisme est devenue un objectif de santé nationale au Cap-Vert en 2007. Plus tard, un plan stratégique quinquennal 2009-2013 a permis la généralisation des diagnostics, des traitements plus précoces et la gratuité des soins dispensés aux étrangers. Avec l'obtention de la certification de l'OMS, l'État insulaire projette un impact sur son secteur touristique qui représente 25% du PIB national. Cette réalisation envoie un message clair au monde avec une volonté politique, des partenariats solides et l'engagement total de chaque partenaire. L'élimination du paludisme est possible partout. Le paludisme reste un important fléau de santé publique en Afrique. Le continent concentre 94% des contaminations mondiales. Les enfants de moins de 5 ans représentent 80% des 580 000 décès enregistrés en Afrique en 2022. Dans ce contexte, le Cap-Vert, en prenant des mesures fortes contre la maladie, le maintien de la vigilance pendant la pandémie de Covid-19 notamment, se positionne comme un modèle à l'échelle africaine. L'agence rwandaise de météorologie alerte. De fortes précipitations devraient s'abattre sur plusieurs régions du pays ce mois de janvier. Les autorités appellent alors les populations à la vigilance dans ce pays régulièrement victime d'inondations et de glissements de terrain. Des événements qui sont fréquents durant la saison des pluies. Reportage, notre correspondant Frater Ndaka Isienga. Selon l'agence météorologique du Rwanda, certaines régions du pays devraient connaître une pluviométrie assez inhabituelle au courant du mois de janvier 2024. L'agence a mis en garde contre les précipitations de 30 à 250 millilitres qui pourraient entraîner des inondations dans certaines régions, notamment dans les parties sud-ouest du pays. Météo Rwanda appelle ainsi la population à être vigilante. En 2023, le Rwanda a connu les pires pertes liées aux inondations causées par les précipitations excessives. ni ukuvuga ngo abantu bagenda babibara uko babibyumva n'uko babitekereza. Ubwo rero naragenda musanganira. C'est une très longue histoire ce qui s'est passé cette nuit. En même temps, tout s'est passé très vite chez moi entre le moment où on remarque que l'eau était entrée dans la maison. Lorsqu'on dormait, moi, ma femme et notre enfant de 6 mois. J'ai pris l'enfant et je l'ai accroché sur mon dos et après on a tout tenté pour s'en sortir. Car l'eau était partout et avait un débit très fort. Avant de continuer de chercher une solution pour s'en sortir, on a d'abord prié. Quand on a finalement réussi à sortir de la maison, ma femme s'est accrochée à un mur, mais quelques secondes après, un courant est venu et l'a emporté en même temps que le mur. On a retrouvé son corps à plusieurs kilomètres d'ici. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2023, de fortes pluies se sont abattues sur plusieurs régions du Rwanda, causant ainsi des inondations qui ont coûté la vie à 135 personnes et détruit près de 6000 maisons et bien d'autres infrastructures au nord et à l'ouest du pays. Après ce drame, le gouvernement rwandais essaie toujours de venir en aide aux sinistrés dont la vie a totalement changé. L'une des mesures prises, évacuer les habitants des zones dites à haut risque pour éviter de prochaines catastrophes. Tout ça, ce sont des conséquences du changement climatique. Nous sommes dans une région qui connaît normalement une forte pluviométrie. Les zones d'une des rivières qui ont débordé se versent dans la mer Méditerranée, tandis que celle de l'autre se verse dans le lac Kivu, qui à son tour va jusqu'à l'océan Atlantique. Les deux côtés ont connu de fortes pluies causées par un même processus venu de l'océan Indien et l'océan Atlantique. Selon les données collectées dans certaines zones, les eaux atteignent jusqu'à 12 mètres de hauteur avec une vitesse de 50 mètres par seconde. Selon les experts, il s'agit des précipitations les plus abondantes jamais enregistrées au Rwanda, dont 76 ans, et s'inquiète de ce qui pourra suivre. En l'espace de 5 ans, le Rwanda a enregistré plus de 7900 catastrophes naturelles qui ont apporté 1209 personnes, parmi lesquelles 200 ont été victimes des pluies torrentielles.
Ces créations font le pont entre l'Afrique et l'Occident. La styliste d'origine nigériane Odio Mimone puise son inspiration dans ces deux mondes. C'est l'essence même de la collection Bliss qui allie les deux cultures. Une collection très éclectique récemment dévoilée au public. C'était au Maroc. Voyez ce reportage de Séverin Douqueux. Originalité, finesse, élégance, passion et couleur, telle est la déclinaison de la collection Bliss de la créatrice de mode Odio Mimone. D'origine nigériane et inspirée par la peinture dont elle a toujours manifesté un penchant, la créatrice dévoile un ensemble de tenues uniques et luxueuses issues de la haute couture, une création aux frontières entre culture africaine et occidentale, où le style se fait un vrai marqueur d'identité culturelle et pont entre diverses cultures. La créatrice propose à travers cette collection colorée une réflexion sur la coexistence, la juxtaposition des cultures. Cette collection s'appelle Bliss. C'est un équilibre entre culture et humeur. Vous avez pu voir la première robe. C'était une robe très cool, même si elle était comme une reprise du traditionnel boubou de chez nous, avec un intérieur composé de fleurs. Ce à quoi vous pensez quand vous pensez à la beauté. Les robes ont donc des fleurs parce que nous pensons au jardin et au paradis. Mais il s'agit toujours d'une sorte de fusion culturelle entre l'Afrique et le bonheur. La création Bliss est inspirée de tenues africaines, le boubou en particulier, et se décline en une diversité de styles adaptés selon différents goûts, vestes, tuniques, boubou, mais aussi robes et ensembles, tantôt d'allure traditionnelle et moderne. Objectif inavoué, aller à la conquête d'une clientèle qui se renouvelle au fil de la mode et donner de l'envergure à la beauté féminine. Pour la fashionista, les tenues sont conçues pour à chaque fois donner l'impression de la béatitude. La couleur fait partie de l'Afrique et nous ne pouvons pas nous en passer. Et je pense aussi qu'utiliser des couleurs joyeuses reflète l'humeur et le genre de personnes que nous sommes. Pour moi, c'est dans la culture, la couleur. Nous faisons beaucoup de textures et nous n'avons pas peur de notre culture africaine. Diplômée du Yaba College of Technology et du London College of Fashion, Mimone monte la marque Odio Mimone en 1995, une marque de mode basée à Lagos, bien connue pour ses pièces esquisses faites sur mesure ainsi que pour sa ligne de prêt-à-porter. Odio Mimone se donne pour leitmotiv de toujours mettre en valeur la richesse de la culture africaine à travers ses créations. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont impressionné leur public lors de leur entrée en lice dans la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football ce samedi en l'emportant 2-0 face à la Guinée-Bissau. Belle entrée en matière pour le pays hôte de la compétition. Et ce dimanche 14 janvier, 3 rencontres sont au programme. Le Nigeria affrontera la Guinée équatoriale. La sélection égyptienne, elle, fera face au Mozambique, tandis que le Ghana sera confronté au Cap-Vert. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.